Bonjour, ici Bruno Gouliel-Minetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Mon Carnet, l'édition du vendredi 14 août 2020. Au sommaire de cette édition, on va parler de podcast pour adultes avec l'animateur et producteur de la balado Le Son du Désir. Avec Alexis Imros, on va parler à la fois de ce type de production qui fait appel à l'intime, mais également du défi d'en vivre. Bien intéressant comme rencontre, vous allez l'entendre. Thierry Weber s'intéresse au phénomène des Karen aux États-Unis. Patrick White nous parle de la fin des médias papier qui voient en quelque sorte leur salut dans le monde numérique. Stéphane Ricoul nous rappelle que Facebook veut vos données, mais votre argent également. Et puis finalement, Jean-François Poulin s'intéresse à l'expérience utilisateur dans le monde des objets connectés, particulièrement dans le secteur du vélo. Juste avant de passer à mes invités et mes collègues, je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps d'inscrire des commentaires et d'avoir liké, d'avoir étoilé, d'avoir commenté sur les différentes plateformes qui proposent des podcasts. J'ai vu ici et là des témoignages s'ajouter et j'ai vu aussi votre appréciation de mon carnet. Alors, merci beaucoup aux gens qui ont participé à ce petit mouvement pour donner un coup de pouce à mon carnet. Alors, cette semaine, salutations, justement, des gens qui l'ont fait. Je pense à André Bouchard, Simon Lahaye, Yannick Géminet, Pessoa et Haïfa Adam. À vous 5, merci pour votre écoute et merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'écoutez en ce moment. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles avec mes collègues et nos invités. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Pour commencer ce retour sur l'actualité numérique de la semaine, je glisse un mot sur le travail de quelques parlementaires à Québec qui se rencontraient cette semaine dans le cadre d'une commission parlementaire au sujet de l'application de traçage Alerte COVID. Cette application qui a été commandée par le gouvernement fédéral et qui est présentement en test en Ontario. Le gouvernement Legault a d'ailleurs fait un sondage sur le sujet cet été auprès des Québécois. Et bien que le ministre Kerr me disait sur Twitter que tous les résultats du sondage seraient publiés la semaine prochaine, on sait déjà que 75% des répondants sur les 17 000 Québécois qui auraient répondu au sondage seraient en faveur d'une telle application. Donc, pour revenir aux députés à Québec, il y en a 8 d'entre eux qui se rencontraient à Québec pour entendre des témoignages d'experts. Du lot, j'ai beaucoup apprécié 3 interventions. Celle de la présidente de la Commission d'accès à l'information du Québec, Mme Poitras, parce qu'elle indiquait clairement que le Québec devait moderniser ses lois qui touchent les données des Québécois. L'intervention de Yoshua Benjo, parce que cette fois, il était pas mal plus critique par rapport à l'utilisation d'une application pour alerter les gens qu'ils auraient croisé des porteurs de la COVID. Mais bon, avant, il tentait de vendre son application. Là, c'était beaucoup plus le chercheur qu'on entendait. Et puis finalement, j'ai adoré l'intervention du professeur en informatique de l'UQAM, Sébastien Gamps, qui a su soulever le mieux les risques rattachés à l'utilisation d'une application de traçage comme celle proposée par le gouvernement fédéral et surtout les failles de sécurité qui sont reliées au Bluetooth. Dans ma tête, c'est clair que la population n'embarquera pas dans cette initiative, malgré la réponse de 75% en faveur d'une application. D'une part, parce qu'on a seulement qu'à regarder ce qui se passe du côté des masques et de cette tollée de protestation. Et puis de l'autre côté, quand on pense aux populations les plus à risque, je suis pas certain que beaucoup d'aînés et de jeunes ados vont installer cette application sur leur téléphone intelligent, s'ils en ont un, évidemment. En ce qui me concerne, je pense qu'on n'a pas trouvé la bonne technologie avec l'utilisation du Bluetooth pour détecter un COVID positif et partager l'info aux gens autour de lui ou elle. Mais bon, dans ce cas-ci, j'espère presque me tromper. Les travaux des parlementaires à Québec cette semaine, c'était aussi un beau prétexte pour soulever
tous les enjeux autour de la protection des données personnelles et la semaine a été riche dans le secteur. D'abord, il y a eu le Wall Street Journal qui nous apprenait que TikTok a collecté illégalement des adresses MAC, donc l'identification unique des téléphones, sur des millions de téléphones Android. Selon le journal, pendant plus d'1 an et demi, TikTok aurait collectionné les adresses MAC de millions d'utilisateurs et ce, en violation directe avec la politique de confidentialité du système d'exploitation Android de Google. Depuis 2015, Google interdit aux applications Android qui sont distribuées par son Play Store de colliger des informations d'identification uniques des appareils. TikTok aurait exploité une faille d'Android pour collecter ces identifications pendant plus d'1 an. Et une fois ces informations en banque, disons que ça peut faciliter le ciblage publicitaire ou d'autres formes de traçage de l'usager. Je rappelle que ce n'est pas la première fois qu'on pointe du doigt TikTok en matière d'espionnage des utilisateurs. Récemment, on a découvert que TikTok accédait au contenu du presse-papier des utilisateurs d'iPhone. De son côté, le réseau, qui a déjà des ennuis avec le président américain, ne nie pas les faits, mais ajoute qu'il s'est conformé depuis à la politique de confidentialité de Google depuis que ces actes ont été perpétrés. Autre histoire de vol de données qui refait surface cette semaine, et cette fois c'est Instagram qui est accusé de collecte des données biométriques de ses utilisateurs. On accuse la filiale de Facebook d'avoir colligé et conservé illégalement les données biométriques de plus de 100 millions d'utilisateurs. Si cette histoire-là vous dit quelque chose, c'est que le mois dernier, Facebook a déjà proposé de payer 650 millions de dollars pour régler l'affaire. On parle de 400 dollars par utilisateur. Mais là, on parle d'une nouvelle poursuite sur cette même pratique et Instagram est accusé à nouveau. Dans cette histoire, Instagram aurait utilisé l'outil d'identification des abonnés sur l'appareil photo intégré à son application sans la permission des gens, évidemment. Au début de la semaine, Amazon a fait connaître son projet confidentiel de se lancer dans la distribution de podcasts à un certain nombre de podcasteurs. Jusqu'à là, c'est une bonne nouvelle pour les heureux élus qui ont reçu un courriel, mais l'histoire se complexifie un brin pour Amazon. Certaines personnes qui ont montré un intérêt pour la nouvelle ont fait des recherches et ont donc poussé plus loin l'invitation et ont regardé les conditions d'utilisation du nouveau service de plus près. Et c'est là où ça a commencé à chauffer pour Amazon. Certains podcasteurs ont découvert que dans les conditions d'utilisation, il était clairement dit que les podcasts distribués par Amazon Music, parce qu'Amazon veut utiliser son système Amazon Music pour distribuer les podcasts, donc les podcasts ne pouvaient inclure de publicité ou des messages qui dénigraient ou qui étaient dirigés contre Amazon ou tout autre service d'Amazon. Et plus loin, on pouvait lire aussi, ils ne peuvent promouvoir ou contenir du contenu qui, selon Amazon, est inapproprié ou offensant. Quelques heures seulement après l'envoi du courriel, des podcasteurs ont commencé à commenter la chose et vous l'avez imaginé, Amazon a dû faire machine arrière avec son approche et désormais, Amazon demande uniquement que les podcasts se conforment aux politiques d'acceptation créative d'Amazon. Voilà qui est plus raisonnable. Tiens, parlant d'Amazon, la compagnie a aussi eu des ennuis avec son assistant vocal Alexa. Cette semaine, Amazon a dû corriger une vulnérabilité importante du système. On parle ici d'une faille qui permettait un accès non autorisé aux informations personnelles de ses utilisateurs. Chez Amazon, on dit ne pas avoir connaissance d'aucun cas d'utilisation de cette vulnérabilité contre leurs clients ou d'exposition d'informations sur leurs clients.
Parlons mots de passe maintenant, mais je vous rassure, je ne vais pas vous faire la liste du palmarès des pires mots de passe. Non, juste un mot sur le sujet pour vous mentionner que Dropbox, le service de stockage, annonce le lancement de son gestionnaire de mots de passe. Le service Dropbox Password est maintenant disponible pour ses utilisateurs qui paient le forfait premium. Le service sera utile pour les gens qui veulent rassembler leur identifiant et mot de passe sur un seul et même service. Et comme les autres services du genre, Dropbox Password propose aussi des mots-clés robustes. Le service est disponible autant sur ordinateur, donc Mac et PC, que sur téléphone intelligent, Android et iOS. Personnellement, en la matière, j'avoue que je suis pas mal satisfait avec l'expérience que j'ai avec les gestionnaires de mots de passe, autant chez Apple que chez Google. Cette semaine, j'apprenais que WhatsApp est en train de travailler sur sa version du message éphémère, une fonction qui existe déjà sur Messenger et d'autres messageries. La subtilité avec cette fonctionnalité chez WhatsApp, c'est qu'elle pourra servir autant lors d'un échange entre deux correspondants que lors d'un échange en groupe. Mais lorsque ce sera un échange de groupe, seuls les administrateurs du groupe auront la permission d'enclencher la fonction éphémère. Autre différence avec l'approche éphémère de Messenger, par exemple, c'est que les messages chez Messenger qui vont d'une vie de quelques secondes à une journée, du côté de WhatsApp, on parle plus d'une existence de 7 jours, après quoi les messages vont automatiquement être supprimés, pareil pour les fichiers médias qui étaient joints à la conversation. Mais à la différence de Messenger, WhatsApp devrait permettre l'enregistrement des fichiers sur son téléphone avant l'expiration de ceux-ci. Google annonce de nouvelles fonctionnalités pour aider les gens à s'y retrouver dans les infos concernant le tourisme en temps de pandémie, notamment le pourcentage de vols en service et l'hébergement disponible. Et puis on a même un filtre d'annulation gratuite pour faire les recherches. Pour accéder à ces nouvelles fonctions, c'est simple, vous visitez google.com/travel. Le nom est en anglais, l'adresse est en anglais, mais l'information est disponible en français. Google partageait d'ailleurs cette semaine des types de requêtes populaires dans le domaine du voyage. Au Canada particulièrement, les expressions road trip et voyage local étaient en croissance, et ça comparativement aux expressions séjour, location de plage et chalet à louer qui sont en augmentation de 100% parce que les gens cherchent à faire des escapades plus près de la maison. Alors là, on va parler de podcasts pour adultes, de podcasts érotiques ou porno. Ça dépend des gens qui les produisent et ça dépend des gens qui les écoutent. L'animateur et producteur de la balado Le son du désir, Alexis Imeros, a accepté mon invitation de parler de son expérience. Je vous donne un peu de contexte. Le son du désir, c'est un podcast qui s'adresse aux femmes principalement et qui a déjà 3 ans d'existence. Avec son animateur et producteur, on va revenir sur son expérience et aussi parler de l'avenir de sa série et du domaine en particulier. Juste avant de rencontrer Alexis Imeros, je vous fais entendre un extrait, mais rassurez-vous, vos oreilles ne seront pas choquées, en tout cas pas par cet extrait. Et ensuite, on va rejoindre mon invité. Le son du désir. Allô, ma chérie? J'espère que tout va pour le mieux pour toi. C'est une grosse journée de travail qui m'attend. J'ai besoin de me concentrer sur un dossier important et je sais que c'est impossible au bureau. Il y a toujours un mail qui tombe, quelqu'un à voir, une réunion non prévue. Alors pour cela, j'ai mes habitudes dans un petit hôtel, pas loin de là où je travaille. Je réserve la chambre pour l'après-midi uniquement, et je bosse tranquillement. Enfin, je te dis ça parce que, depuis notre dernière aventure dans les embouteillages, je pense beaucoup à toi. Et j'aimerais que tu me rejoignes dans cet hôtel. Peut-être on pourrait travailler ensemble. Alexis Imeros, bonjour. Bonjour Bruno. Alexis, vous en êtes déjà à 3 saisons de votre podcast. Il y a une 4e saison que vous annoncez pour octobre prochain. Comment vous décrivez votre podcast? Comment vous décrivez ce que vous faites? Est-ce que c'est un podcast pour adultes, un podcast érotique, un podcast porno?
C'est une fiction érotique immersive qui a une audience à 80% féminine, fait effectivement plutôt à destination des femmes. Le but, c'est de faire de l'érotisme. C'est Michaud qui disait l'érotisme, c'est la pornographie des autres. Hein. Donc, certains vont le qualifier d'érotique, d'autres vont le qualifier de pornographique. Voilà, c'est juste qu'il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image. La pornographie, on se la fait dans la tête. C'est Ouais, une ben fiction. justement, avec un podcast, c'est la beauté, hein, vous laissez le cerveau travailler. Comment vous est venue l'idée de faire un podcast pour adultes? Parce que vous avez déjà des livres, vous avez déjà des livres audio, mais de passer au podcast pour adultes, où est venue l'idée? En discutant avec des copines qui, comme moi, étaient choquées par la publicité qu'on peut retrouver sur les sites pornographiques où on voit des vidéos. Parce qu'aujourd'hui, allez, peut-être 90%, 95% des personnes sur la planète ont vu un porno ou en consomment de façon plus ou moins régulière. Et moi-même, j'en ai consommé en vidéo. Et quand j'allais sur Pornhub, j'avais des publicités qui me mettaient retrouve des filles près de chez toi. Et on voit des photos de filles potentiellement mineures en plus, ou alors qui ont l'air très jeunes. On voit des publicités pour des élargisseurs de pénis. Et je me suis dit, mais tout ça, ce n'est pas pour moi, ça ne me parle pas. J'en parle, je m'ouvre à ça, j'en discute avec des copines qui, elles aussi, consultent des films pornographiques. Elles me disent, ah oui, c'est horrible. Elles me disent, je sais où la publicité va atterrir sur mon écran, je mets ma main par avance pour ne pas la voir. Et c'est une agression. Étant donné que c'était pas pour moi, je me suis dit, au final, également, ce que je retrouve n'est pas entièrement ce que je recherche. Moi, j'ai toujours été très attiré par le son, par la voix. Je suis producteur musical à la base. Euh, et, euh, et je me suis dit, on peut sans doute faire quelque chose de moins malsain, mais explicite. Parce que c'est pas parce qu'on fait quelque chose à destination des femmes qu'on est obligé de faire quelque chose qui soit ah bah c'est rose, le garçon il est gentil. Non, nous aimons ce qui est explicite, nous aimons ce qui est trivial, mais ça peut, voilà, ça peut être présenté différemment. Le podcast participe à ça, à se faire son propre imaginaire. Et c'est génial de proposer un amant dont on ne voit pas ni la couleur de peau, ni le physique, rien du tout. On se l'imagine, il peut être grand, il peut être petit, peut être méditerranéen, il peut être de Montréal, il peut être norvégien, peu importe, il est votre fantasme. Est-ce que vous trouvez que le fait que vous ayez écrit des livres auparavant, vous le disiez, vous travaillez dans le son, mais le fait que vous ayez aussi visité le livre audio, est-ce que ça vous a facilité le travail de produire des podcasts comme ça? Ça m'a facilité l'approche du son. Quand j'ai commencé le son du désir, et ça s'entend sur les premiers épisodes, mon défi, parce que j'ai commencé donc vraiment à écrire en avril 2019, je me suis dit, tiens, il y a une vague de podcasts qui est en train de prendre, en tout cas en France, parce que moi je suis basé en France. Je me suis dit, toi on prend la vague maintenant, dans un an c'est trop tard. Cependant, je me suis dit, j'ai un téléphone, je veux tout faire avec mon téléphone. Je veux enregistrer avec mon téléphone, je veux monter avec mon téléphone, je veux publier avec mon téléphone. Ok, avec un petit iPad à côté en plus en renfort pour taper les textes parce que c'était plus simple, parce que je suis très mauvais, j'ai des gros doigts. Mais je voulais tout faire avec le téléphone. Et même si j'avais tout l'équipement à côté parce que j'ai bossé dans la musique et j'avais des micros à un prix faramineux, je me suis dit, si j'y arrive avec un téléphone, eh bien au moins j'aurais remporté mon pari. Et j'ai fait une saison, arrivé au 10e épisode, j'avais déjà presque 200 000 écoutes cumulées, une bonne communauté sur Instagram. Je me suis dit, OK, on peut commencer à enregistrer de façon un peu plus propre. Et du coup, j'ai pris d'abord un Zoom, le petit appareil numérique, et j'ai enregistré là-dessus. Et pour la 3e saison, étant donné qu'il y avait encore plus de monde et puis quelque part des attentes qualitatives un peu plus importantes, j'ai essayé de chercher des techniques d'enregistrement plus immersives. C'est pour ça que je vous parlais que c'était un podcast immersif avec une spatialisation du son. On appelle ça donc le son binaural. C'est des procédés qui sont super intéressants. Dans les années 80, il y avait que Michael Jackson qui pouvait se le payer. Mais aujourd'hui, en fait, il y a des plugins qui sont gratuits, qui permettent de faire ça. Et j'enregistre dans des conditions, je me suis fait une petite cabine, voilà, pour avoir un son encore plus propre et puis rendre l'expérience
plus intégrale pour l'auditrice ou l'auditeur à hauteur de 20%. C'est intéressant. Je reviens sur la première saison que vous avez fait à l'aide de votre téléphone. Bon, je comprends bien que c'était le microphone du téléphone que vous utilisiez. Vous n'étiez pas en appel téléphonique, là. Mais est-ce que vous avez l'impression que ça donnait de la couleur, entre guillemets, au personnage, le fait qu'on ait l'impression qu'il soit justement d'ailleurs, vous utilisez le son du téléphone Absolument. Au début pour laisser le message. Avez-vous l'impression que ça définissait un peu le personnage, puis que dans le fond, par la suite, il a évolué et là, vous l'offrez dans un autre environnement? Le procédé du podcast, c'est un amant qui va laisser des messages téléphoniques à son amoureuse. Et chaque épisode commence par Allô ma chérie. Bien, aujourd'hui, je suis à la mer, je suis à la montagne, je suis à Montréal, je suis à Paris. Voilà. Et il va l'emmener dans une aventure. Et en lui racontant cette aventure, il va faire intégrer des personnages au récit. C'est un voyage, voilà, c'est un voyage. Et le téléphone, là-dessus, surtout sur la première saison, finalement, ça justifiait le fait d'appeler, ça justifiait le fait de ne me servir que de cet appareil. Est-ce que ça apportait une couleur au son? Oui. Cependant, voilà, j'avais un gros travail ensuite parce que on touche le téléphone avec la main, donc forcément, ça fait des sortes de, je sais pas, de crépitements qui sont quelquefois assez inopportuns. Ça m'a donné beaucoup de travail au niveau du montage. Voilà, déjà que je n'étais pas absolument un super comédien. Voilà, j'avais pas beaucoup de travail au début. Mais l'idée de base au début, si j'avais été absolument bon, ça aurait été de faire quelque chose qui est totalement uncut, sans montage. Et voilà, j'essaie que ça se sente le moins possible. Vous avez lancé d'abord un podcast gratuit, et puis ensuite, d'ailleurs, qui est toujours disponible, puis ensuite, vous avez passé à la version payante. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à aller plus loin? C'est un projet au long cours. C'est-à-dire que... Dans votre tête, c'était clair que ça se passait sur plusieurs saisons? Ah oui, bien sûr, et toujours. C'est-à-dire que quand on se lance dans un projet, quel qu'il soit, que ce soit un projet musical, un projet artistique de tout ordre, ou un projet de podcast, le plus difficile, c'est de tenir. J'ai vu beaucoup de personnes se lancer dans des podcasts, avoir des idées brillantes, quelquefois une réalisation ambitieuse, et au bout de 10 épisodes, 15 épisodes, se lasser, abandonner. Parce que ça coûte cher, parce qu'un bon micro, ça coûte cher, un bon logiciel d'ordinateur, ça coûte cher, un ordinateur, ça coûte cher. C'est beaucoup de temps aussi. C'est beaucoup de temps. Pour faire un épisode Le Son du Désir, je l'ai mis sur mon site internet, mais en gros, on est à peu près à 12 à 14 heures de travail. En fait, ça dépend à quelle vitesse je vais écrire, voilà, à quelle vitesse je vais enregistrer. Ma force, c'est de faire ça tout seul et d'avoir un projet solide, c'est-à-dire que le but au-delà du podcast, c'est de faire vivre d'autres histoires, éventuellement un roman que j'écris à côté, qui sera lié au podcast, mais il y a voilà, c'est de développer finalement une communauté autour de ce délire fictionnel audio. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous décidez de lancer une version payante? Qu'est-ce qui vous fait passer à cette étape-là? Déjà, dès le début, au commencement du podcast, j'avais pour objectif de, un jour, passer les épisodes en livre audio sur Audible, par exemple, ou de lancer une formule d'abonnement différent à partir du moment où on aurait eu une certaine communauté de personnes qui vont être fans du podcast. Et c'est pas facile de trouver le bon moment où lancer ça. Mais effectivement, comme j'avais dit, il y a un argument financier qui est derrière tout ça. Et puis, comment dire, c'est important. Il y a des personnes qui ont envie de se lancer sous Patreon ou des formules comme ça. Moi, je suis même lancé une page Patreon que je n'ai jamais lancée officiellement, mais j'avais tout rempli. J'ai poussé le truc à fond.
et l'essayer moi-même, essayer avec certaines personnes, voir comment ils allaient appréhender le truc. Et, euh, et finalement, j'ai préféré prendre le temps de monter tout seul un site internet, de trouver les partenaires qui allaient prendre le moins de commissions. Des formules comme Patreon, finalement, ils vont prendre des commissions qui sont importantes. Ils vont, évidemment, ils travaillent pour eux avant d'être au service des podcasters. Donc, en fait, ils vont garder tous les contacts pour eux. En lançant ma propre formule, je ne vends pas mes podcasters à d'autres sociétés en fait qui n'ont aucun lien. Enfin, mes podcasters, je ne vends pas mon Aux public auditeurs. à mes Ouais. auditeurs, je ne vends pas mon public à des sociétés qui n'ont rien à voir avec eux. Je respecte ma condition de confidentialité et puis voilà, il reste sur mon site. Et évidemment, le peu de profit que ça représente, finalement, est là pour soutenir le podcast de façon plus complète. Et vous avez utilisé donc cette formule d'abonnement, mais parallèlement, il y a aussi la formule publicitaire. Oui, alors c'est une formule publicitaire que j'ai essayé plusieurs formats. J'ai eu des publicités où j'ai fait payer l'annonceur. Et j'en étais pas entièrement satisfait parce que finalement, je me suis dit que c'était plus intéressant. J'ai repris une formule qui se fait sur certains podcasts américains où ça marche très bien, où on demande à l'annonceur de ne pas payer sa publicité. Wait for it. Il ne paye pas sa publicité, mais en échange, il consent à des rabais plus importants sur son site, rabais qui ne sont accessibles qu'aux personnes adhérentes au programme VIP, qu'aux personnes abonnées payant au podcast. Et c'est ce que je suis en train de faire. Pour septembre, on va commencer des publicités avec quelques annonceurs qui sont d'accord pour faire des rabais de plus de 50% sur certains de leurs articles. Ils n'ont pas à payer la publicité. En revanche, ces rabais importants ne seront disponibles qu'aux personnes qui sont abonnées au Son du Désir. Vous n'êtes pas en train de vous démarrer une régie publicitaire sur le côté, vous? Ça prend beaucoup trop de temps à faire, donc je n'irai absolument pas là-dedans. Non, le vrai moteur du podcast, voilà, c'est l'écriture. Vous le disiez tout à l'heure, je le disais aussi dans la présentation, Le Son du Désir, c'est un podcast qui s'adresse à un auditoire féminin, majoritairement. Est-ce que vous pensez offrir une série pour aller rejoindre les hommes à un moment donné? Je fais ça tout seul aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais les relations presse tout seul. Je fais l'écriture tout seul. Je fais le développement du site internet tout seul. Je fais le montage, l'enregistrement. Je fais le comédien tout seul. Je ne peux pas parce que j'ai envie d'avoir une vie également à moi. Je ne peux pas tout faire. Alors, le développement du podcast, il se fera sûrement avec d'autres podcasts qui pourront être agrégés à l'espace VIP. Ça, c'est des choses auxquelles je pense. Pouvoir proposer plus de contenu en dehors de ce que je produis. Ce sera peut-être plus comme ça. Après, je m'aperçois simplement, c'est que effectivement l'auditoire féminin était plus attiré par des histoires que l'auditoire masculin, qui est quelque part peut-être qui s'est fait formater. Nous sommes fait formater la tête par un fantasme vidéo, une image fantasmatique vidéo. Ça peut changer, ça évolue chez certaines personnes, mais bon, aujourd'hui c'est pas le cas. Voilà, j'aimerais bien, mais je sais que je n'aurai pas le temps moi-même. Oui, mais c'est intéressant la formule de partenariat qui est hébergée sur votre plateforme. Est-ce qu'on peut vivre d'un podcast pour adultes aujourd'hui? Est-ce que le marché est assez important? Je vous le dirai dans un an. Aujourd'hui, je vais parler des chiffres. Hein. J'ai lancé la formule avec abonnement le 2 août. Donc, à l'heure où on enregistre, au jour où on enregistre, ça fait 10 jours qu'on a lancé l'abonnement. J'ai aucune publicité nulle part, c'est-à-dire à part qu'il y a un message sur le podcast au bout de 3 minutes d'écoute qui dit si vous voulez la suite du podcast, abonnez-vous sur le site. Aujourd'hui, donc sans rien d'autre, j'ai une centaine de personnes qui s'est abonnées. Donc je suis plutôt content. J'ai eu un seul message sur Instagram d'une personne qui me dit, ah non, excuse-moi, deux. Donc 2 messages sur Instagram de personnes qui m'ont dit, c'est honteux de devoir faire payer. Donc je leur ai expliqué que
Et là, c'est un appareil, un micro, ça coûte, un ordinateur, ça coûte, l'électricité, ça coûte, et que rien que pour ça, ça pouvait justifier de payer le prix d'un café Starbucks, parce que c'est à peu près ça le coût ce que ça représente. En revanche, j'ai eu, et ça j'étais très étonné, des dizaines de messages de personnes qui me disaient « Ah, c'est super de faire un espace VIP, c'est super de faire un truc exclusif. » Et ça, je ne m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout. Votre auditoire était rendu là. Ouais. Le plus difficile, c'est réussir à fixer un prix au niveau de la monétisation, sachant que il y a des plateformes de podcasts payants. Je pense à Sibel, par exemple, en France, ou d'autres qui vont être assez agressifs et proposer pour moins de 3 euros des milliers d'heures de programmes audio. Et je me suis dit, bah, ça se trouve, je vais me mettre à 3 euros également. Et puis, je proposerai quelque chose de beaucoup plus large avec des bonus, des stickers, ce que tu veux, à 7 euros. Et puis, en sondant un petit peu, je me suis aperçu que finalement, les personnes qui sont abonnées au podcast ne veulent pas de stickers en plus, ne veulent pas de goodies, mais ça ne les intéresse pas du tout. Moi, les stickers, j'ai mis dans l'offre que je fais aujourd'hui. Voulez-vous recevoir les stickers? Oui, non, on vous les envoie gratuitement. Sur 100 personnes, il y en a 5 qui ont dit oui, on veut bien les recevoir. Parce que ça reste quelque chose d'assez anonyme. Finalement, la sexualité, la sensualité, ça les intéresse pas forcément qu'on leur envoie un truc chez eux. Ils ont peur d'avoir une enveloppe où ce soit directement écrit podcast, le son du désir. Je peux comprendre. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces personnes ne veulent juste que le son. Si j'avais mis moi un tarif un peu moins cher, à 3 euros, il y a quand même des marges sur Stripe, la plateforme de paiement, qui va prendre, je crois que c'est 35 centimes. Si je ne m'abuse, PayPal doit prendre 45 centimes. C'est quand même des coûts assez énormes hein, en pourcentage sur des petits montants. Et j'ai pris le parti, je me dis bah tant pis, on va prendre un truc un peu symbolique, 4,99 €, c'est 5 euros. Je dis ça reste raisonnable et en même temps ça permet la personne qui va être abonnée va se dire bah je participe, j'aide le podcast en même temps. C'est pas juste j'achète quelque chose. Finalement, je ne leur propose que un épisode exclusif par mois. L'autre épisode du mois et ils l'ont une semaine en avance, mais ensuite il sera disponible également à qui veut gratuitement. Au final, c'est un soutien. Voilà, ils soutiennent parfaitement le podcast. Qu'est-ce que vous tirez comme leçon jusqu'à maintenant de votre aventure dans cette sphère-là du podcast de l'intime? C'est une bonne question. Je pense que c'est compliqué. En fait, déjà, je n'y avais jamais réfléchi. Ensuite, je dirais que j'ai l'impression, c'est un peu comme le slogan de Facebook, on n'a fait que 1% du travail. Voilà, j'ai fait que 1% du travail. Et c'est totalement ça. Il y a 2 jours, ah non, c'était hier. Hier, j'ai eu un super article dans Télérama, un magazine français sur la culture, la télévision, mais sur vraiment la culture au sens général. Article qui a fait exploser les écoutes journalières du podcast. Et c'est quelque chose qui, voilà, étant donné que c'est quelque chose que je crée entièrement tout seul, je ne m'attendais pas à avoir ce genre de presse. Je m'attendais pas à avoir Marie-Claire qui a fait un article sur le podcast ce mois-ci ou d'autres, pas mal d'autres articles qui sont arrivés les mois derniers. Faisant cette aventure tout seul, c'est hyper touchant. Voilà, j'y croyais à peine. Je dis ah ouais, quand même. Quand on se dit un matin, bon, ça se trouve l'aventure est un peu trop folle, j'ai envie d'arrêter, même si le projet ce n'est pas ça, mais j'ai envie d'arrêter, et qu'on reçoit ce soutien dans l'après-midi, ce soutien médiatique, ça booste beaucoup. Cependant, voilà, il y a vraiment encore beaucoup de chemin à faire. Moi, je serais content quand on aura franchi la barre des 500 abonnés. Ce sera déjà pas mal. L'objectif, j'aimerais bien sous un an en avoir 1000. Là, je pense qu'on pourra vraiment avancer sur quelque chose de plus pérenne et commencer des investissements pour récupérer des fonds d'autres podcasts qui ont fait des épisodes ou mettre des livres audio. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois la plateforme. Je vous les souhaite, ces abonnés-là. Alexis Imros, le producteur, auteur, animateur, comédien du podcast Le Son du désir. Merci d'avoir accepté mon invitation et d'avoir pris le temps de nous parler comme ça.
Ben, merci beaucoup. Voilà, je suivais votre podcast déjà régulièrement sur SoundCloud et donc je suis super honoré d'avoir été interviewé par vous, Bruno. Ben, merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Cette semaine, on commence le tour des collaborateurs avec Thierry Weber qui s'intéresse au phénomène des Karen aux États-Unis. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de Mon Carnet. Karen s'invite sur tous les réseaux et pas pour améliorer son image. C'est à bord de Yoko, entre 2 tournages et plusieurs villes de Suisse romande, que je prends le temps de partager avec vous cette réflexion en forme de question, à moins que ce soit l'inverse, sur le fameux phénomène Karen. Bref, rappel des faits. Karen, c'est cette femme blanche américaine qui se donne en spectacle dans des vidéos virales et qui ont fait du prénom Karen un symbole du racisme aux États-Unis. Karen était déjà l'archétype de la femme blanche vindicative. Désormais, Karen illustre aussi le racisme de la société américaine. Karen, d'ailleurs, peut aussi s'appeler Becky. Une Karen est une béquille avec des diplômes qui est extrêmement consciente de son privilège et qui s'en sert, ironise le journaliste Damon Young. Oui, parce que le phénomène prend de l'ampleur et encore une fois les réseaux sociaux et le partage en ligne de vidéos donnent encore plus de visibilité à ce triste phénomène. Je me retrouve très souvent à consommer du contenu vidéo en ligne qui me met de plus en plus mal à l'aise. Encore une fois, pour évoquer avec cette facilité que nous avons de pouvoir accéder à tous ces contenus si fraîchement produits, cette facilité m'interpelle. Je vous l'ai déjà dit, je suis un fan du réseau TikTok et le compulse comme un terrain de recherche, un laboratoire gigantesque dans lequel tout peut arriver. Et justement, Karen s'y invite de plus en plus. D'un côté, on donne de plus en plus le prénom Karen à ces femmes blanches qui se commettent dans des situations ridicules pour elles, et de l'autre côté, on donne un nom à cette situation pour laquelle la police aux États-Unis se cherche des solutions. Oui, parce que ces vidéos et les appels à la police qui vont avec sont légion. Je suis sûr par exemple que vous vous souvenez de Amy Cooper, filmée à Central Park en plein New York, promenant son chien sans laisse et à qui on demande poliment et gentiment de se plier aux règles. Ces images sont d'ailleurs très dures quand on voit comment elle finit par tenir son chien qui manque de s'étrangler. On apprendra plus tard que le gentil monsieur à qui Amy, lui, avait collé le titre d'individu afro-américain tout en appelant le 911, avait non seulement filmé la scène, mais avait de bonnes raisons de demander à Madame Cooper de tenir son chien. Lors de l'incident, Christian Cooper, venu observer les oiseaux dans le parc, il est en effet ornithologue, avait demandé à Amy Cooper, avec laquelle il partage un nom de famille, mais n'a aucun lien de parenté, de mettre son chien en laisse, ce qui est obligatoire dans cette partie de Central Park. Et si vous ne vous en souvenez pas, cette dame était directement licenciée par son employeur qui ne souhaitait pas garder une raciste dans ses rangs. Karen porte aussi les noms de Gillian Wisterberg ou Lisa Alexander. La première se retrouve face caméra à ni plus ni moins sortir son gun comme unique réponse aux questions légitimes qu'on lui adresse, et la seconde met en doute le fait que son propre voisin, lui aussi propriétaire mais d'origine philippine, puisse avoir le droit d'inscrire ce qu'il veut sur les murs de sa maison. Face aux appels à la police dénués de justification valable et visant à nuire aux minorités, les autorités locales de San Francisco ont par exemple présenté le 7 juillet le Karen Act, un projet de loi dont le nom fait explicitement référence au phénomène qui l'a inspiré. L'acronyme signifie Caution Against Racially Exploitative Non-Emergency, ce qu'on pourrait traduire en français, vigilance face aux fausses alertes motivées par le racisme. Gageons que ce projet de loi fait naître beaucoup moins de vidéos signées Karen, affaire à suivre. Et pour revenir à TikTok, ce n'est pas sur ce réseau que vous trouverez l'explication à la naissance du phénomène Karen. Pour cela, on se plonge un peu dans un peu d'histoire pour faire connaissance avec la toute première Karen aux États-Unis. Il s'agit d'une habitante de l'État du Mississippi, fille d'un gérant de plantation nommé Caroline Bryant, propriétaire d'une épicerie. Elle est âgée de 21 ans lorsqu'en 1955, elle accuse Emmett Till, un adolescent noir de 15 ans,
de lui avoir sifflé, touché et de lui avoir tenu des propos déplacés. La rencontre a lieu en plein cœur du sud esclavagiste puis ségrégationniste. 4 jours plus tard, le garçon est kidnappé, torturé puis tué d'une balle dans la tête par Roy Bryant, le mari de Caroline, et son demi-frère J.W. Milam. Son cadavre défiguré est retrouvé aux abords de la rivière Tallahatchie au bout de quelques jours. Jugés, les 2 meurtriers sont acquittés. Lors des funérailles d'Emmett Till, sa mère, Mamie Till, insiste pour que le cercueil de l'enfant reste ouvert afin que l'horreur du lynchage soit visible aux yeux de tout le monde. La photo du corps d'Emmett, électrochoc dans l'opinion publique, sera la première étincelle du mouvement des droits civiques qui aboutira en 1964 à l'abolition de la ségrégation aux États-Unis. Il faudra attendre 62 ans pour que Caroline Bryant, dans un entretien avec l'historien Timothy Tyson, admette avoir menti et causé indirectement la mort d'Emmett Till. Allez, à bientôt si c'est pas avant et portez-vous bien. Patrick White nous parle de la fin des médias papier qui voient finalement leur salut dans le monde du numérique. Aujourd'hui, on parle de l'avenir des journaux papier, les journaux influents comme le New York Times, le PDG du New York Times, Mark Thompson, a indiqué cette semaine qu'il s'attend à la fin du journal papier pour cet emblème, ce média emblématique international et américain. Lui, il fixe la limite à dans 20 ans. Il dit que dans 20 ans, il n'y aura plus de journaux papier dans le monde, mais il parle évidemment surtout du New York Times, et il signale que le New York Times a encore aujourd'hui 900 000 abonnés papier aux États-Unis et que l'édition papier fait toujours des profits 7 jours par semaine, même sans la publicité, sans aucune publicité. Donc, c'est un modèle d'affaires qui fonctionne évidemment parce que le New York Times est un média international avec 1700 journalistes, des bureaux partout dans le monde, un journal qui existe depuis plus de 125-130 ans, qui est un journal donc qui est très très bien établi, un média de référence et évidemment qui a 6 millions d'abonnés numériques. Et évidemment, depuis l'arrivée de M. Trump, ça s'est multiplié par 5 le nombre d'abonnés. Ils ont investi énormément dans le virage numérique, dans les mots croisés, dans les recettes également pour la nourriture. Ils se sont diversifiés avec des applications mobiles, du journalisme visuel, beaucoup plus de journalisme d'enquête également. Donc, ils ont investi dans la qualité du contenu. Et M. Thompson a déjà annoncé son départ comme PDG. Il sera remplacé par une femme, Meredith Levin. Alors, je rappelle que le New York Times a été fondé en 1851. Alors, l'année prochaine, ça va fêter ses 170 ans, pour être précis. Et lui, il pense qu'en 2040, il n'y aura plus de journal papier. Dans le cas du Québec, on peut peut-être imaginer encore le Devoir en papier dans 15-20 ans. Peut-être le Journal de Montréal, les 2 quotidiens gratuits dans le métro. Un gros point d'interrogation. Hein. On sait que le journal Métro, de façon temporaire, à Montréal, n'est plus imprimé. Ça pourrait reprendre si tout se passe bien au plan publicitaire au début septembre. Il y a les journaux, les anciens journaux de Groupe Capital Média, les 6 journaux, Le Soleil de Québec, La Tribune de Sherbrooke, Le Quotidien du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Le Nouvelliste de Trois-Rivières et Le Droit d'Ottawa-Gatineau, qui ne sont plus imprimés papier la semaine, ni le dimanche, c'est uniquement imprimé papier le samedi, et encore là, le samedi, c'est beaucoup plus un magazine qu'un journal. Également, qu'est-ce qu'on fait avec les salles de rédaction physiques au Québec? Est-ce que les rédactions vont rester lorsque va venir le moment du renouvellement des baux commerciaux? Moi, j'ai un gros doute par rapport à tout ça. D'ailleurs, aujourd'hui, le groupe Tribune aux États-Unis a annoncé que 5 de ces journaux vont cesser de payer des loyers, ne vont pas renouveler donc les loyers. Les journalistes vont être en télétravail de façon temporaire ou permanente. Ils l'étaient déjà depuis le 12 mars avec la pandémie, regardez. Mais
On parle quand même de grands quotidiens, le Orlando Sentinel en Floride, le New York Daily News qui va laisser tomber ses bureaux sur Manhattan, à Manhattan. Donc, on voit qu'il y a une dynamique de télétravail, peut-être avec des bureaux satellites dans les palais de justice, au Parlement local, un bureau peut-être de co-travail pour certains journalistes. J'imagine qu'à Orlando et à New York, ça va s'imposer parce qu'il y a des limites au télétravail, mais la réalité, c'est que les lecteurs sont de plus en plus habitués à lire le New York Times et les autres journaux sur leur téléphone, sur leur tablette à l'occasion. Le cas de la Presse Plus, par exemple, et sur leur ordinateur à chaque jour. Donc, le format papier, vraiment, c'est un média en voie de disparition. Le groupe New York Times, qui est coté en bourse, qui s'appelle la New York Times Company, a rapporté la semaine dernière pour le dernier trimestre et pour la première fois, on a les revenus numériques qui ont dépassé ceux du papier pour la première fois depuis la fin des années 90. Et sinon, ben évidemment, les revenus publicitaires, j'en ai parlé la semaine dernière au New York Times, ont baissé de plus de la moitié, 50% depuis un an pour le dernier trimestre qui s'est terminé le 30 juin. Et évidemment, ce sont des déclins prévisibles et c'est beaucoup lié à la pandémie de COVID-19. Et selon M. Thompson, qui était interviewé cette semaine par la chaîne financière CNBC, il a beaucoup de doutes que la publicité va revenir ou même revenir à des niveaux pré-COVID-19. Donc, il est très sceptique par rapport à une reprise économique du côté de la publicité pour les grands médias. Et selon lui, ce déclin est inexorable. Et on va remplacer comment cette publicité-là? Les revenus par des abonnements numériques payants avec du contenu de qualité et évidemment avec des services spécialisés. Comme je l'ai déjà dit, les mots croisés marchent très fort. Les avis de décès fonctionnent énormément. Tout ça, on peut le monétiser. Et la section des recettes également, qui rapporte beaucoup d'argent. Et c'est très intéressant de voir là, ce succès du modèle d'affaires du New York Times, qui, je le rappelle, avait uniquement 1 million d'abonnés numériques en octobre 2015 et qui maintenant a 5,7 millions d'abonnés numériques uniquement. Et l'objectif du New York Times est d'avoir 10 millions numériques d'abonnés sur la planète d'ici la fin de 2025. Stéphane Ricoul nous rappelle cette semaine que Facebook veut vos données, mais votre argent également. Et c'est reparti. Facebook revient à la charge avec sa volonté d'être une centrale de paiement. Même si dans la réalité ce projet n'a fait qu'évoluer avec le temps, n'a jamais été remis en question malgré quelques déboires et partenaires quittant le navire amiral, il nous revient avec quelques subtilités qui n'en sont pas au final. Je parle de la création de Facebook Financial, une nouvelle division de Facebook qui s'adresse à tous ceux qui veulent faire de la publicité sur cette plateforme. Division qui, comme par hasard, a à sa tête David Marcus, le cerveau de la crypto-monnaie Libra, sortie en juin 2019 pour rappel, mais aussi, subtil, Stéphane Kasriel, un ancien de PayPal. Vous vous souvenez de la grande innovation de Amazon, le fameux bouton One Click Pay? Eh bien, Facebook cherche ici à s'en inspirer en s'inscrivant directement dans la mouvance de la désintermédiation, afin, bien évidemment, de faciliter la vie du consommateur et de raccourcir sa propre chaîne d'approvisionnement. Depuis le mois de mai, Facebook est entré en phase de test de ce principe en installant un bouton Checkout que l'on retrouve aussi sur Instagram et qui permet de régler ses achats sans être dirigé vers le site marchand. Bien sûr, l'objectif ici est de conserver l'acheteur le plus longtemps possible sur la plateforme Facebook en éliminant des étapes supplémentaires qui autrement risqueraient fortement de l'écarter du droit chemin. Si en voulant imposer sa crypto Libra, Facebook a fait face à une levée de boucliers des autorités en la matière de chaque côté de l'Atlantique d'ailleurs, ce qui est en train de se passer actuellement ressemble fortement à la technique des géants du numérique.
devenir si puissant, une innovation ou plusieurs à la fois, en dérangeant juste ce qu'il faut, mais pas tant finalement, sur des aspects énormément complexes à légiférer, pour au final arriver à ses fins et imposer l'inimposable face à un opposant se trouvant fort démuni. L'art de la guerre de Sun Tzu, adapté au XXIe siècle. Et Facebook n'est évidemment pas seul, puisque Apple s'amuse aussi actuellement à réinventer ses iPhones pour en faire ni plus ni moins des terminaux de paiement. Et c'est en faisant l'acquisition d'une start-up de chez nous, de Montréal, de la rue Queen pour être précis, que Apple compte bien y arriver. La start-up en question s'appelle MobiWave et selon sa page LinkedIn, prétend être le premier et le seul fournisseur au monde de la technologie permettant de transformer un appareil mobile compatible NFC en un terminal de paiement sans contact sécurisé. Et voilà, il n'en fallait pas plus à Apple pour s'en porter acquéreur, un appétit qui pourrait à terme menacer là aussi les banques, car le marché d'acquisition des transactions, on s'entend, est largement dominé par ces dernières. Fin de l'histoire, oserais-je dire, car en déplaçant cette fonctionnalité dans l'outil que nous avons tous dans nos poches à tous les jours, Apple pourrait bien marquer un grand coup, non seulement pour elle, mais aussi pour sa compétition du côté Android, qui pourrait très bien être fortement inspirée. Les enjeux, selon le journal L'Écho du 9 août 2020, sont extrêmement importants. Les paiements génèrent en eux-mêmes des revenus importants et surtout, ils apportent des connaissances sur les clients qui peuvent être exploités. On fait bien évidemment allusion ici à l'exploitation par les banques de la donnée, le nerf de la guerre commerciale aujourd'hui. La donnée qui pourrait bien donner à Apple un jour la première place au classement des entreprises les plus rentables au monde. Pour information, avec 55,3 milliards de bénéfices en 2019 simplement, Apple n'est qu'en 3e position, derrière Berkshire Hathaway, la compagnie de Warren Buffett, avec 81,4 milliards de dollars de bénéfices, qui elle-même est devancée par Saudi Aramco, une compagnie dans les hydrocarbures, avec 88,2 milliards de profits en 2019 quand même. C'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Hey Jean-François, cette semaine, tu te fais plaisir et tu vas nous faire plaisir. Tu allies ta passion pour le vélo et les objets connectés en parlant UX. Absolument. J'ai une passion pour le vélo. J'en fais beaucoup. J'ai même fait un bel accident de vélo à l'automne dernier. Et on parle avec Gabriel Alberola, qui est chez Smart Hello, qui est une belle start-up montréalaise qui ont eu du financement. Ils ont fait une première phase il y a, je pense, 3 ans. Ou plus que ça, même 4 ans. Et ils ont fait une autre levée de fonds avec Kickstarter il y a 1 an et demi. Puis, ils ont réussi à avoir 1,5 million, qui est quand même pas rien pour une start-up montréalaise. Et puis, ce qui m'a intéressé dans le processus, c'est qu'ils sont passés d'un premier modèle. Puis d'ailleurs, je les avais rencontrés au début de leur entreprise, quand ils étaient dans un sous-sol d'incubateur d'entreprise. Puis, ils me montraient le premier Smart Hello, qui est un objet que tu connectes sur ton volant, qui a une lumière, qui a un antivol, et qui donne la direction aussi. Fait que tu le relis avec ton cellulaire, puis ça te permet de savoir où tu peux aller, droite, gauche, ça fait juste par des petites lumières. Mais donc, entre le premier et la nouvelle version qui ont sorti, ben, ils ont appliqué des méthodologies UX pour améliorer le produit. Puis c'est de ça que je parle avec Gabriel dans l'entrevue. Puis évidemment, entre 2 aficionados du vélo comme nous le sommes, il y a eu une bonne entente en partant. Bon, on met pas notre casque et on va écouter. Toujours un casque. Ouais, non, mais pas pour écouter l'entrevue quand même. Ah, d'accord. Jean-François, merci beaucoup pour cette rencontre et puis on va l'écouter à l'instant puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci Bruno, bonne semaine. Ouais, Smart Hello, c'est un objet connecté qui transforme les vélos en vélos intelligents. Ça devient un petit peu une sorte de compagnon pour les balades à vélo. Puis en gros, ça le fait de peut-être 3 façons. La première, c'est en devenant un compagnon de navigation. Fait que c'est un aide à la navigation. Il y a de la navigation GPS, mais ça fait aussi un suivi de toutes les métriques de fitness, si on veut, là, la distance, les calories brûlées, l'élévation, etc. Là. Fait que ça, c'est la première composante.
Ça te guide en ville, en milieu rural, etc., à l'aide d'indications de virage assez simples. Puis le deuxième volet, c'est la sécurité. On sait faire du vélo, c'est une activité qui comporte certains risques, surtout en milieu urbain peut-être plus, mais même en milieu rural, quand tu vas à 60 km/h, ça peut être dangereux. Puis on le fait de plusieurs façons. La première, c'est que Smart-Elo, ça reste sur le vélo. C'est un produit qui même quand tu verrouilles ton vélo, il reste installé sur le vélo parce qu'il est attaché avec un système anti-vol. Puis ce que ça fait, ça, c'est que quand tu quittes ton vélo, ça active un système d'alarme. Comment ça fonctionne? C'est ça détecte la vibration. Si quelqu'un essaie de voler le vélo, il y a une alarme de 105 décibels qui crie. Il n'y a aucune chance que le voleur veuille continuer à voler le vélo. Fait que ça, c'est un aspect de... Je veux dire, c'est ce qui fait la différence. Les features que tu m'as données jusqu'à date sont aussi des features qu'à la limite, on peut avoir sur une montre intelligente ou sur un téléphone. Mais là, Smart-Elo, il est connecté. Il fait partie intégrante. Si je me rappelle bien, la façon de le connecter au vélo, là, c'est du solide. Ben c'est ça, c'est du hardware. Là. C'est vraiment un produit qui est sur le vélo physiquement. Puis comme tu dis, ce que ça permet, c'est d'avoir des fonctions qu'un stand à téléphone peut pas amener aux cyclistes. En plus de ça, il y a une lumière de nuit. Évidemment, quand on rentre tard le soir, c'est vraiment important d'avoir ça parce que sinon les voitures te voient pas. Puis toi, tu vois pas la route. Des nids de poules, si tu tombes là-dedans, il y a plein d'histoires de gens qui se pètent la gueule parce qu'ils voient pas une nid de poule. Donc ça, c'est un autre aspect qu'effectivement le hardware permet, c'est la lumière. Puis au-delà de ça, il y a un aspect de sécurité aussi dans le produit, dans le sens que, contrairement à plusieurs produits de vélo, nous, on utilise une interface qui est super minimaliste. On est comme allé à l'essence la plus pure de ce qu'une interface pour vélo peut être. C'est un cercle de lumière qui se transforme, qui change de couleur. Donc, je parlais de la navigation un petit peu plus tôt, c'est un cercle qui va indiquer par où il faut tourner. Et là, entre la version 1, parce que moi, je vous ai connu quand vous étiez littéralement dans un sous-sol, dans un incubateur montréalais. Le modeste départ. Vous aviez le premier modèle de départ. Il en est sorti une petite production quand même. Vous en avez vendu de ce modèle-là. Entre ce modèle-là, qui était plus simple, qui, je pense, il y avait pas l'alarme, si je ne m'abuse. Il y avait une alarme, ouais. Vous avez amélioré le produit entre la version 1 et la version 2, où vous êtes basé sur des feedbacks de vos utilisateurs. Comment ça s'est passé, ce processus-là, du 1 au 2, là? Ouais. Donc, pour mettre en contexte, on a deux produits. Il y a Smart-Elo 1, puis il y a Smart-Elo 2, pour garder ça vraiment très simple. Le premier produit, c'était vraiment l'interface circulaire, mais c'est tout. C'était vraiment le strict minimum d'une interface pour vélo, tu sais. Puis bon, ça marchait plutôt bien. C'était beaucoup basé sur notre intuition en tant que cycliste, en tant que geek, je dirais. Kickstarter, évidemment, nous a permis de valider que cette idée-là, ça avait de l'allure. Puis ce qu'on s'est rendu compte avec le temps, c'est que peut-être qu'on avait des ambitions un peu trop minimalistes. Tu sais, c'est un peu, en tant que UX designer, tu veux toujours aller à la forme la plus pure d'une interface. Là. C'est toujours une ambition qu'on a parce qu'on veut garder ça simple, mais en voulant aller tellement simple, peut-être qu'on s'est éloigné d'un certain langage que peut-être la majorité des gens pouvaient peut-être plus comprendre. Donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que Kickstarter, c'est quand même des early adopters. Je dirais même plus des innovators. Là. Tu sais, dans la courbe d'adoption des produits, là, c'est vraiment les premiers. Eux comprenaient c'était quoi ce cercle-là, puis qu'est-ce qu'on essayait de faire. Mais quand on essayait de, tu sais, on dit en anglais cross the chasm, là, de traverser l'espèce de fossé qui mène au mainstream, si on veut, c'était plus compliqué. Monsieur, madame, tout le monde, quand ils voyaient juste un cercle sur leur vélo, comprenaient pas nécessairement qu'est-ce que ça voulait dire, c'était quoi notre produit, tu sais. Surtout dans l'univers des produits pour vélo, que c'est plus centré sur des écrans traditionnels avec des métriques, tu sais, des Garmin, des trucs comme ça, là, des Catai. Ouais. Pas mal, mais... Qui sont pas beaucoup plus simples à utiliser, d'ailleurs. Non, c'est ça, ça ressemble à des vieilles calculatrices ou des vieux pagers des années 90, là, tu sais. Mais il reste que c'est un langage qui est plus connu de cette masse-là. Donc ça, c'est un insight qu'on a découvert avec le premier produit, c'est qu'on s'est rendu compte que on réussirait peut-être pas à traverser cette niche-là initiale des innovateurs. Évidemment, on a fait des tests utilisateurs aussi. On a un groupe de bêta-testeurs. Donc ça, c'est des gens qui volontairement veulent nous aider, en fait. C'est des gens qui croyaient aussi dans le potentiel évolutif. Ouais, ben, c'est un bon point. C'est aussi, tu sais, c'est un produit qui a plusieurs fonctions clés. La navigation, l'alarme, la lumière, le fitness, les notifications d'appel entrant. Puis ce qui est un défi pour nous, c'est que chacun de nos personas pouvait utiliser certains features, puis pouvait ne pas considérer d'autres features. Ça, c'est une lame à double tranchant. C'est que tu deviens un peu généraliste,
Mais en même temps, c'est difficile d'identifier quel feature va être le plus. Tu sais, dans ton market fit, là, c'est dur de dire quel feature est le plus vaut le plus pour la compagnie. Tu sais. Donc, Smarteo 1, pour nous, ça a été beaucoup d'apprentissage. Ça a été une façon de collecter de l'information en fait sur nos users, à travers des sondages, à travers les bêta-testeurs, à travers des focus groups. Vous les avez tenus beaucoup dans le processus de design. Le plus possible le plus possible pour une petite compagnie, là, ça prend beaucoup de ressources, en fait. Là, c'est ça qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est difficile de faire la balance entre la donnée puis l'intuition, tu sais. Des fois, tu as trop de données puis tu sais plus quoi faire avec. Puis des fois, tu fais un peu trop à ton intuition puis tu oublies que c'est des users qui font utiliser ton produit. Mais je pense quand même qu'on a trouvé la bonne balance pour arriver à notre deuxième produit qui allait répondre justement à ces, je sais pas si c'est des failles, là, mais du premier produit. Donc, on a rajouté un écran au milieu, un OLED, qu'on appelle le peak display. Encore l'idée d'un peak, d'un coup d'œil, tu sais. Il rajoute un élément d'interface qui est peut-être un petit peu plus familier chez les gens, tu sais. C'est un écran qui peut afficher des chiffres, qui peut afficher des noms de rues si c'est nécessaire, qui peut afficher même on crée des visages sur Smarteo. Donc, le système d'alarme, maintenant, le petit écran au milieu, ben, c'est un visage fâché, tu sais. Au lieu de juste un cercle qui devenait rouge puis que le produit crie, ben là, tu as un visage qui devient de plus en plus fâché, tu sais. Donc, on vient créer, je parlais tantôt le troisième aspect, c'était le côté compagnon, tu sais, l'espèce de côté, le compagnon de route qui rend tes balades un peu plus le fun, tu sais. Ben, je pense qu'avec le deuxième produit, on a plus d'outils pour acheter cette personnalité-là. Puis je pense que ça explique ça a encore plus fonctionné le deuxième Kickstarter. On a fait une deuxième campagne en mai 2019. On a récolté 1,7 million, ce qui est complètement débile. Je veux dire, c'est incroyable. La première, on trouvait ça fou déjà. On avait fait un demi-million. Là, on a fait plus que 3 fois plus. Tu sais. Puis donc c'est ça qui je pense, qui explique que la deuxième version a encore mieux marché. C'est qu'on a eu 3 ans de feedback, de data. Puis aussi, tu sais, notre intuition, là, on l'utilisait, notre produit. Puis ben c'est ça. Je pense qu'on a tweaké un petit peu la recette pour le deuxième. Puis ben aujourd'hui on est où on est là. Je pense qu'on est plus confiant de pouvoir percer de pouvoir traverser ce ravin, là, le chasm que je disais tantôt, on l'espère. Mais ça nous a quand même amené à des années Smarteo 2 pour qu'ils soient un petit peu plus malléables, si je peux dire. On a une base anti-vol, comme je disais tantôt, qui s'installe sur les vélos. Ça reste sur ton vélo. Mais avec Smarteo 2, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a aussi un adapteur qui fait en sorte qu'on peut l'installer sur n'importe quel quarter lock mount. Donc ça, c'est une espèce de standard dans l'industrie du vélo. C'est un mount, c'est une base, je devrais dire, qui est assez mature, que plein de gens utilisent. Ben, Smarteo est compatible avec. Donc, tu pourrais enlever ton Garmin puis mettre un Smarteo 2 à la place. Il y a des Garmin Mount que c'est comme un élastique. Donc, tu pourrais mettre autour d'un Bixi, tu prends ton Smarteo 2, tu le mets sur ton Bixi. Donc ça, c'est un autre feature qui découle carrément là, du feedback qu'on a eu dans les 4-5 dernières années. C'est-à-dire dire, ben, c'est cool la base anti-vol, mais ça ferme un petit peu l'éventail de vélos sur lequel tu peux le mettre. T'sais. Des autres features, celui de la direction, celui de... Ben, c'est ça. Donc, là, quelqu'un qui a son vélo, son single speed en ville, ben, pourrait prendre son Smarteo, le mettre sur son vélo de route. Pourrait le prendre sur un Bixi avec un quarter lock mount, je mélange tout le temps, avec un élastique. T'sais. Fait que ça rend ça plus flexible que juste une base anti-vol, finalement. Mais venons-en, tu as parlé d'algorithme et de compagnons, j'ose mettre les deux idées ensemble. C'est qu'à quelque part, j'ai l'impression que dans l'évolution, faisons du design de fiction, mais j'ai l'impression que tu veux que ton compagnon évolue. Enfin, si tu dis le mot compagnon, là, je devine que derrière, il y a une idée que SmartHello, une fois installé, va peut-être évoluer avec mes patterns d'utilisation. Est-ce que je me tromperais en disant Ouais, absolument. Tu sais, un des principes fondamentaux auxquels on adhère, c'est que faire du vélo, il y a une espèce de pureté de faire du vélo, tu sais. T'embarques sur ton vélo, tu pédales. Il y a comme un sentiment de liberté qui est, à mon sens, inégalé, mais je suis biaisé, évidemment, là. Mais quand on a construit Smarteo, on voulait pas enfreindre ce sentiment-là, tu sais. Puis on a pris plusieurs mesures pour, je pense, respecter ça. Tu sais, le produit, il n'y a pas de bouton on ou off. T'as pas besoin d'y penser. T'embarques sur ton vélo, il te détecte, il s'allume, il commence à te tracker. Quand tu quittes ton vélo, boum, il active le système d'alarme. Tu sais. Donc, ça, c'est toutes des choses qu'on a fait pour pas créer du bruit dans l'expérience du cycliste. Tu sais. On voulait respecter cette simplicité-là. À terme, effectivement, on veut que ce produit-là s'adapte à ton style de cyclisme. Tu sais. Il y a à peu près autant de types de cyclistes que de types de vélos. Il y a des cyclistes urbains, il y a des cyclistes de route, il y a des cyclistes de montagne, il y a des livreurs à vélo. Mais effectivement, à terme,
on aimerait ça que Smart Halo s'adapte à ton style de cyclisme. T'sais. Donc, si tu es en ville, ben peut-être que tu veux plus avoir une emphase sur la navigation puis la lumière de nuit, mais peut-être que si tu es un cycliste de route, ben tu préférerais voir tes métriques un peu plus détaillées sur ton Smart Halo. T'sais. Le téléphone, c'est connecté comme objet, fait qu'effectivement, le téléphone, c'est comme une espèce de dashboard pré- ou post-balade, dans le sens que tu peux setter tes paramètres avant et tu peux consulter tes données après. Puis pendant la balade, ben là, c'est le Smart Halo, l'expérience. Puis avec la version 2, on l'a rendu pas mal plus versatile. Donc, quand tu es sur ton vélo, tu peux pas mal plus accomplir d'actions ou tu peux plus consulter de données. Tu sais. On a mis un pavé tactile sur Smart Halo 2. Donc, les gens swipent sur leur téléphone, ben tu peux swiper sur ton Smart Halo pour changer la métrique que tu vois. Mais c'est toi qui décides. Tu sais, c'est un mouvement facile. Si tu veux pas le faire, si tu veux rester concentré sur la route, il va t'afficher ce que tu as besoin de voir. Tu sais. Mais si tu fais du cyclisme de route, justement, puis si tu aimes ça, tu sais, swiper entre tes métriques, ben, tu peux le faire. Tu sais. Encore une fois, on respecte le besoin de minimalisme. Là. On s'adresse aux power users qui ont le goût d'avoir cette couche-là de customization, de personnalisation. Mais le produit fonctionne très bien pour ceux qui veulent avoir le strict minimum pour pas être dérangés, notamment en milieu urbain. Tu sais. Donc, c'est ça qu'on essaie de faire avec Smart Halo 2, c'est d'avoir un plus grand éventail de gens qui peuvent utiliser le produit, mais de respecter quand même l'espèce de pureté du vélo qui est commun à tous les types de vélos, je pense, de cyclistes, du moins. Écoute, Gabriel, j'aimerais ça te remercier vraiment beaucoup pour cette entrevue. C'était vraiment intéressant. Ben, merci à toi. Merci de m'avoir invité. Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités, merci à mes fidèles collaborateurs, Thierry Weber, Patrick White, Stéphane Ricoul, Jean-François Poulain. Merci, messieurs. Je vous le rappelle, vous n'hésitez pas à passer le mot autour de vous, si vous pensez que Mon Carnet peut intéresser quelqu'un que vous connaissez, vos amis, connaissances, abonnés. C'est simple, vous les invitez à se rendre sur leur plateforme de distribution de podcasts préférée ou tout simplement sur mon blog, moncarnet.com. Et si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux, en utilisant le hashtag #moncarnet, en utilisant l'adresse podcast moncarnet en un mot, @gmail.com ou encore par le blog moncarnet.com. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Au revoir. Portez-vous bien. Une production GoulielMinetti.com